peut-on dire du Yantar qu'il est agressif, qu'il est d'ores et déjà dans l'agression? Par exemple, visé au laser des avions, des navires, etc. Est-ce considéré, militairement parlant, comme une agression? Ah oui, alors l'utilisation du laser, c'est clairement quelque chose d'agressif. Donc ça n'est pas encore considéré vraiment comme une arme, parce que les armes au laser nécessitent une grande concentration, une grande puissance, et ce sont les armes du futur, mais enfin qui sont pour l'instant en expérimentation. Mais l'utilisation de laser vis-à-vis des pilotes, c'est très dangereux. Ça les éblouit et c'est très dangereux. Mais c'est un vaisseau de renseignement. Et moi, je voudrais revenir aux câbles. Les câbles, c'est plus de 90% de la communication dans le monde. Donc, c'est essentiel. On n'a pas besoin d'avoir un bateau de renseignement pour couper. On a bien vu les ancres qui traînaient et qui coupaient de ces câbles, en particulier dans la Baltique. Donc, on n'a pas besoin de ce bateau-là. En revanche, là où c'est important, c'est ces petits sous-marins qui peuvent soit préparer des charges ultérieures, soit mettre des dispositifs qui permettent d'écouter ce qui se passe sur les câbles. Donc c'est vraiment du renseignement. Toute cette zone nord-est est une zone extrêmement importante. Pourquoi ? Parce que non seulement il y a beaucoup de communication, mais en plus, si on va plus au nord, Mourmansk est le port des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins russes. Et donc, c'est le passage par lequel ils passent au nord pour rejoindre l'Atlantique Nord, au nord de l'Écosse. Donc, c'est des points de passage extrêmement importants pour les armées, pour la communication et pour le commerce quand on n'est pas en période hivernale. On voit l'importance que prend l'espionnage russe en mer. Est-ce que c'est encore sous-estimé? Est-ce qu'il y a une montée en puissance dans ce domaine? Et d'ailleurs, nous, on espionne, nous, de la même manière. Est-ce que nous avons, nous, de notre côté, les mêmes méthodes? Donc, en mer, actuellement, il y a un réseau et une pratique de l'espionnage intensive. Bien entendu, toutes les marines... On est revenu à la grande époque de la guerre froide en Atlantique Nord. Évidemment, toutes les marines font de l'espionnage. La France a un bateau spécialisé dans le recueil du renseignement qui s'appelle le Dupuy de l'Aume. Les sous-marins nucléaires d'attaque font ce genre de choses. Enfin, oui, bien sûr, tout bateau fait du renseignement. Plus ou moins discret, avec des spécificités. C'est une chose de regarder sur la mer, c'est une autre d'avoir de grandes oreilles pour écouter les communications. Ils peuvent attraper quoi comme information? Donc en mer, jusqu'où ça peut les mener? Que peuvent-ils récupérer concrètement? L'enjeu pour les Russes, c'est de pouvoir sortir librement de leur base vers Mourmansk, c'est-à-dire de longer la Norvège, on le voyait sur la carte précédente, et puis ensuite de rentrer dans l'Atlantique Nord. Pour ça, il y a un barrage de l'OTAN, un barrage qui passe de l'Écosse à l'Islande, au Groenland. Ça, c'est une zone otanienne où les Américains, les Britanniques, d'autres, sans doute les Français régulièrement, sont en permanence et surveillent. Il y avait, à l'époque de la guerre froide, il y avait des micros au fond de la mer, toujours aujourd'hui, qui écoutaient. Alors, je suis pas sûr qu'ils soient encore en fonction, ceux-là, mais on en remet d'autres, des micros pour écouter les sous-marins soviétiques à l'époque passée. Donc, que les Russes veuillent avoir une cartographie précise du système de défense de l'OTAN dans ces zones, c'est évident. C'est évident puisque c'est la porte, c'est ce qui leur permet de sortir de l'océan Arctique pour rentrer dans la santé. On est revenu dans vous savez, il y avait ce film Octobre Rouge, voilà, avec l'amiral Ramus, Sean Connery. C'est ça. On est revenu là-dedans. Alors, évidemment, le Yantar, dès qu'il bouge, tout le monde le sait, parce que c'est un navire de surface. Donc, tout le monde le voit, il est suivi à la trace, au centimètre carré. Je suis pas, peut-être même que ces systèmes peuvent être brouillés, etc., etc. Beaucoup plus embêtant, c'est ce qui se passe sous la mer, parce que ça, on les voit pas toujours. Et les sous-marins font du renseignement. Et ça, si on le voit, c'est bien, mais si on le voit pas, tant pis pour nous. Allez-y, ce qui est surtout inquiétant, c'est que alors là, le Yantar n'a pas été vu dans la zone la plus stratégique, c'est-à-dire aux côtes ouest de l'Irlande, qui vont vers l'Atlantique et qui vont vers les États-Unis, où il y a le plus grand passage de câbles sous-marins et de connexions Internet au monde. Et si jamais ces câbles-là devaient être coupés, pour le système bancaire et pour les communications transatlantiques, ce serait une catastrophe et toutes nos économies européennes et américaines seraient impactées. Mais ce que disaient les Britanniques quand il y a eu l'avertissement
le double avertissement, le Yantar qui a pointé son laser vis-à-vis des pilotes britanniques et l'avertissement du secrétaire d'État à la Défense, c'est que ce Yantar pouvait être en train justement de cartographier les câbles sous-marins dans l'objectif de potentiellement envoyer d'autres sous-marins ou ses propres petits sous-marins les détruire. Et j'aimerais quand même rappeler que avant l'invasion de l'Ukraine, il y a eu une espèce de mini-épidémie de sous-marins russes qui ont été trouvés au large des côtes irlandaises, qui dans des zones extrêmement sensible et dangereuse. Donc, ça a été interprété par des analystes, et je faisais partie de ces analystes, qui disaient là, il se passe quelque chose, parce que il y a un trafic beaucoup plus important que d'habitude. Donc, c'est important de surveiller ces navires. C'est aussi un signal que la Russie nous lance. Nous, on leur dit, nous vous regardons, et eux, ils nous disent, mais nous, on vous regarde Donc, aussi. Il y a le message, il y a l'espionnage, il y a les câbles. Bon, c'est un résumé en un navire de tout ce qu'est la guerre hybride aujourd'hui qui nous menace, si je comprends bien. Alors, il y a beaucoup plus de choses les réactions maintenant, les réactions maintenant, ce message de l'OTAN, nous te surveillons. Mais il n'y a pas que le message, il y a les vidéos à l'appui, des photos publiées par le commandement maritime de l'OTAN qui montrent la démonstration de force. Regardez comme on les suit, avec des appareils alliés sur l'eau, la garde côtière norvégienne, etc. Il y a faire et il y a faire savoir. Voilà, on le dit depuis le début de la guerre, c'est devenu extrêmement important. Le message que l'on envoie, c'est de dire le temps de l'espionnage en toute tranquillité, impunément, maintenant c'est terminé, c'est ça ? Oui, je pense que c'est exactement ça. Il y a une montée en puissance de l'agressivité russe sur plein de théâtres, mais notamment en mer. On a parlé tout à l'heure des sectionnages de câbles en mer Baltique. Et il y a eu une prise de conscience, je pense, d'un certain nombre de pays européens qu'effectivement, on ne pouvait plus simplement se permettre de dire via des canaux diplomatiques à la Russie que c'était pas acceptable. Maintenant, il y a un name and shame, très clairement, qui est soit on arrête directement des espions russes sur notre territoire ou des agents employés par les Russes, et où effectivement on va montrer en fait ces navires et on va montrer qu'ils ont des attitudes agressives. Alors soit effectivement des lasers. Quand on regarde aussi la trajectoire du Yantar, on va voir par exemple qu'il suit de façon délibérée en fait des câbles sous-marins, par exemple en Méditerranée. Il y a pas qu'en Atlantique Nord. Voilà. Et donc effectivement, les Russes envoient un signalement stratégique en disant regardez, on sait que c'est un point de faiblesse du monde occidental, ces câbles sous-marins, il y en a 600 dans le monde, c'est pas énorme. Donc en fait, et ils ont la capacité de les couper, je pense que ça, il n'y a aucun doute. Et donc c'est une espèce de réponse stratégique en disant nous aussi on vous voit et on n'hésitera pas à intervenir si nécessaire. Et puis c'est aussi une démonstration de force vis-à-vis en quelque sorte des opinions publiques européennes pour dire il y a une véritable menace, prenons conscience de cette menace et regardez quand même, on s'organise pour se défendre. Alors ça a particulièrement chauffé, pardonnez-moi l'expression, mais en novembre avec les Britanniques, ils l'ont traqué pendant des jours, ils l'ont fait savoir, là encore, faire et faire savoir. Le ministre de la Défense le dit, plus 30% d'incursions de navires, je ne parle pas que du Yantar, dans les eaux britanniques ces dernières années. Et donc cette alerte de John Haley, et qui dit, écoutez bien, nous sommes prêts. On va le réécouter, regardez. Ah, mais on va le voir, attendez, le suspense est intense. Si le Yantar se dirige vers le sud cette semaine, nous sommes prêts, voilà les mots qui sont là. Pour être simple, être prêt nous concernant, ça veut dire quoi ? Quand on dit qu'on est prêt aux Russes, on est prêt à quoi ? À faire quoi concrètement ? Alors, je pense que le message, il est bien sûr en direction des Russes, mais il est surtout en direction de nos populations. En Russie, il n'y a pas de problème. Tout le monde est tellement endoctriné que l'État est fort, va nous protéger, etc. Chez nous, on a toujours cet esprit critique qui consiste à chaque fois à dire « Ah bah regardez, on n'a pas vu le drone, donc on est vulnérable, on n'a pas vu ça, donc on n'est pas bon, donc on n'est pas bon ». Donc il s'agit de montrer qu'on est capable d'agir et de remplir notre rôle, qui est un rôle de protection. Au passage... Mais c'est quoi les options militaires ? Parce qu'il y a écrit aussi, les options militaires sont prévues. Quelles sont nos options militaires prévues face à ça, si effectivement le risque devient beaucoup plus... Vous savez, ce bateau, il est évidemment suivi par satellite en permanence. Oui. Mais ça, c'est pas tellement démonstratif. Donc quand vous mettez un avion, un hélicoptère et un bateau pas loin, ça marque beaucoup plus et ça dit aux Russes, attention, non seulement on vous voit, mais on est capable d'agir. Et ça veut dire, on va regarder ce que vous faites et en fonction de ce que vous allez faire, on pourra réagir. Je voudrais juste voir une petite parenthèse sur les câbles sous-marins, parce que les gens ne le savent pas. Vous savez que les câbles sous-marins sont des sociétés privées qui les mettent en place. Eh bien, la plus grosse flotte de câbles qui pose des câbles sous-marins, c'est français. C'est la France à 80%. En gros, des marchés concernant les câbles sous-marins qui posent ça tous les jours, qui les réparent, qui les remettent et tout. Donc vous avez une interaction
entre des actions de société civile et militaire sur des sujets importants, parce que dans ces câbles, il y a beaucoup de choses qui passent, les cours de la bourse, les communications, les machins, et puis des trucs qui sont extrêmement sensibles, parce que nos communications militaires passent aussi par ces câbles-là. Donc il y a cette interaction, et c'est donc à la fois notre défense, mais aussi notre façon de vivre qui est touchée. Mais à quel point faut-il renforcer nos règles, notre protection? Parce que les Britanniques, il y a 15 jours, 3 semaines, dans la foulée quasiment, ils ont annoncé un nouveau programme de plusieurs millions de livres pour mieux détecter les sous-marins. Ouais. Il y a aussi un partenariat qui a été annoncé avec les Norvégiens, on en parlait également. Alors, il faut accélérer, il faut renforcer notre protection sur ce front-là. Jusqu'à présent, on intervenait, enfin les marines intervenaient, allez, jusqu'à moins 300, moins 500 mètres à peu près, sous l'eau, sous la surface de l'eau. Là, la question qui est posée avec les câbles, c'est de pouvoir intervenir jusqu'à 6000 mètres de profondeur. Donc ça veut dire des technologies tout à fait différentes. Des robots. Des robots, parce qu'on ne descend pas normalement des gens, enfin des sous-marins habités à ces profondeurs, on pourrait le faire, hein, mais je veux dire, enfin, avec des technologies tout à fait différentes. Mais ça veut dire que les marines sont en train d'investir massivement pour pouvoir descendre très profondément sur au fond de l'Atlantique jusqu'à moins 6000 mètres. La marine française est dans cette, comme d'autres, comme les Britanniques, comme les Américains, comme les Russes, évidemment, comme les Chinois, sans doute, d'intervenir très profond. Et donc, c'est un changement très, très important. C'est-à-dire que jusqu'à présent, la guerre sous-marine, elle se passait dans la couche presque quelques centaines de mètres sous la surface. Là, on parle en milliers de mètres. Et donc, ça nécessite des investissements et du renseignement absolument considérable. La cartographie, la simple cartographie très précise des fonds marins, mais une cartographie au mètre près, à la dizaine de mètres près, pour savoir où sont posés comme ça. Donc ça veut dire des gros investissements qu'il faut justifier. Et je trouve que l'autre élément important, c'est aussi le côté vraiment collaboration internationale. En fait, on voit vraiment un resserrement en fait des alliances, notamment en mer Baltique, de l'ensemble des pays qui prennent conscience de la menace et qui agissent ensemble. Ça, je pense que c'est aussi un message d'unité envoyé à la Russie.